Bienvenue dans le podcast d'Histoire passé simple. Depuis plus d'un siècle et demi, une polémique enfle, retombe, puis revient. Où se trouvait vraiment la bataille d'Alésia, ce siège mythique où Vercingétorix a dû se rendre à Jules César? Officiellement, le site est à Alys-Sainte-Reine, en Côte d'Or. Mais depuis les années 1960, une thèse alternative attire une petite mais bruyante communauté. Alésia ne serait pas en Côte d'Or, mais à Chaudet-Crotenay, dans le Jura. Cette idée, défendue d'abord par l'archéologue André Berthier, a ensuite été portée avec ferveur par la latiniste Danielle Porte et relayée avec grandiloquence par l'animateur Franck Ferrand. Pour eux, l'histoire officielle ment et leur version rétablit la vérité. Mais si, en accusant l'histoire officielle, enfin dite officielle, de manipulation, les vrais manipulateurs, les vrais défenseurs d'une histoire officielle, ça n'était pas plutôt eux. D'abord, on va remonter aux origines de la polémique. Au début des années 1860, Napoléon III lance des fouilles à Alys-Sainte-Reine. Objectif, retrouver le site décrit par César dans La guerre des Gaules. Mais avant même ces fouilles, des voix discordantes s'élevaient. En 1855, l'architecte Alphonse Delacroix propose le site d'Alès, dans le Doubs, comme véritable Alésia. Cet intérêt autour du site d'Alésia se développe dans un contexte très particulier. La celtomanie et la redécouverte du passé gaulois de la France. La Troisième République façonnera bientôt un roman national avec la fameuse expression « Nos ancêtres les Gaulois ». Le site d'Alys-Sainte-Reine devient donc bientôt le site reconnu de la bataille d'Alésia. Mais les contestations, les propositions d'autres sites alternatifs ne cesseront jamais. Outre Alès dans le Doubs, on aura aussi Novalaise en Savoie, Salins-les-Bains dans le Jura, Aluz en Saône-et-Loire, Izernore dans l'Ain, le plus récent Guillon dans l'Yonne depuis les années 1980 et surtout le plus populaire Chaudet-Crotenay dans le Jura. L'archéologue André Berthier utilise alors une méthode qu'il appelle du portrait robot pour comparer la description du site d'Alésia par César à la géographie réelle. D'après lui, le site d'Alys-Sainte-Reine ne correspond pas, et par contre à Chaudet-Crotenay, dans le Jura, correspondance parfaite. Berthier demande l'autorisation de fouiller. Elle est partiellement accordée, mais ses recherches ne donnent rien de concluant. Malgré ça, il persiste dans son idée et en 1980, une association est même créée pour le soutenir. Association qui existe d'ailleurs toujours sous le nom de Archéo-Jurasite. En 2004, la thèse de Berthier est reprise avec virulence par Danielle Porte, universitaire latiniste, dans son livre L'imposture Alésia. L'imposture Alésia. Le titre donne le ton. En 2008, sort le documentaire Alésia, la bataille continue, qui reprend les arguments de Danielle Porte et d'André Berthier. Et là, les réactions des archéologues et des historiens sont vives. Ils accusent le film de mentir par omission. Franck Ferrand monte alors au créneau pour défendre le documentaire. Il dénonce les archéologues et historiens comme des donneurs de leçons. Danielle Porte monte aussi au créneau en rappelant que le site d'Alys-Sainte-Reine ne correspondrait pas au texte de César. En 2014, elle dirige un ouvrage collectif intitulé « Alésia, la supercherie dévoilée », préfacé par Franck Ferrand. Encore un titre qui donne le ton. La même année, Franck Ferrand signe une tribune dans le Figaro « Site d'Alésia, admettons la vérité ». La réponse ne tarde pas. 3 enseignants-chercheurs, Jean-Louis Voisin, Jean-Louis Bruno et Yann Le Boec, publient « Non, Franck Ferrand, le site d'Alésia n'est pas une supercherie ». En 2016, un manifeste signé par 25 archéologues est envoyé à la presse et à plusieurs élus. Ils défendent le site d'Alys-Sainte-Reine et qualifient l'hypothèse Chaudet-Crotenay d'escroquerie intellectuelle. En 2017 sort une nouvelle version de ce manifeste, aussi virulente que la première. Depuis, la polémique s'est calmée, mais Franck Ferrand campe toujours sur son idée et il a toujours des fans, bien présents et actifs sur les réseaux sociaux. Et régulièrement, épisodiquement, dès qu'il est question de la Gaule ou des Gaulois, certains médias ne manquent pas de relancer l'hypothèse Alésia à Chaudet-Crotenay. Pour les partisans de l'hypothèse Chaudet-Crotenay, la clé est simple.
le site correspond exactement au texte de César, un texte précis auquel il faut être fidèle. Dans L'imposture Alésia, en 2004, Daniel Porte écrivait que prendre du recul par rapport au texte de César serait une, je cite, solution de facilité. Alors, on va s'arrêter un moment là-dessus, parce que prendre du recul par rapport au texte historique, c'est justement la base de la démarche historienne. Replacer les textes dans leur contexte, comprendre qui les a écrits, pourquoi, comment ces textes nous sont parvenus. Je le sais très bien parce que j'ai étudié l'histoire à l'université et ça, on l'apprend en première année. Et avant que les partisans des idées de Berthier, Porte et Ferrand me traitent de moutons soumis et aliénés par l'histoire officielle, même sans parler de démarche historienne, ne pas croire a priori à 100% à tout ce qui est écrit. Vous trouvez pas que c'est tout simplement du bon sens ? Sérieusement, il faudrait croire à tout ce qui a été écrit depuis les origines de l'humanité, à tous les textes mythologiques, à tous les écrits religieux, politiques ou philosophiques, juste parce que ça a été écrit, ça serait absurde. Un professeur d'archéologie, Dominique Garcia, était invité de l'émission L'Entretien archéologique de France Culture en avril 2025. Et il a rappelé le contexte de l'écriture de la guerre des Gaules. Alors le texte de César, qui est le commentaire de la guerre des Gaules, est en fin de compte un recueil de rapports envoyé par César au Sénat, documenté d'ailleurs par ses troupes. C'est pas lui qui écrit tout, il rassemble des notes un petit peu pour faire ces petits éléments. Il a besoin d'envoyer ses rapports au Sénat pour bénéficier de moyens, d'argent, de troupes, pour justifier ses intentions militaires. Et donc dans ses rapports, il donne de manière détaillée ses actions, ses faits de guerre, mais effectivement, il les contextualise lui-même en décrivant les paysages, les modes de vie. Il n'est pas anthropologue, il n'est pas historien, ça on le sait tous. C'est pas un récit ethnographique. C'est pas un récit ethnographique. On dit qu'il ne ment pas, sinon par omission. Voilà, c'est clair, César n'est ni anthropologue, ni historien, il a pu mentir par omission. Il a aussi pu parfois se tromper. Il faut savoir aussi que la version la plus ancienne de la guerre des Gaules qu'on connaît, cette version, elle date du 9e siècle, plus de 800 ans après. Sachant que le texte d'origine a été régulièrement copié et recopié à la main, ça laisse du temps pour accumuler les réécritures et les déformations. Bon, admettons que le texte de César soit très fidèle à la réalité. Si on allait le vérifier, si on allait voir la description du site d'Alésia, soi-disant si détaillée, on peut trouver sur internet beaucoup de traductions du texte de César, sur Wikipédia, entre autres. Seulement, sur Wikipédia, la traduction proposée date de 1861, un peu ancien. Mieux vaut prendre une traduction récente. C'est pour ça que je suis allé emprunter à la bibliothèque de Lyon-Pardieu une édition de 2020, avec le texte latin d'origine, à côté de la traduction française. Si ça vous intéresse, je vous ai mis la référence en description, dans les sources. Et voilà, page 501, comment César décrit le site d'Alésia. Alésia, située au sommet d'une montagne, d'une position très élevée, semblait ne pouvoir être prise que par un siège en règle. De deux côtés, deux rivières coulaient au pied de la montagne. En avant de la place, on s'étendait une plaine d'environ 3000 de longueur. Sur tous les autres points, la ville était entourée par des collines, peu distantes entre elles et d'une égale hauteur. A priori, ça a l'air précis, mais en fait, pas tant que ça. César n'indique pas la hauteur de la montagne ou des collines. La seule donnée chiffrée concerne la plaine, environ 3000 de longueur, et qu'on sait que l'unité de mesure de base de l'époque, le pas romain, est d'environ 1,472 m, ça fait pas mal de marge. Les rivières, on ne sait pas de quel côté différent elles coulent. Nord-sud, est-ouest, autre. Il faut savoir aussi que le terme latin utilisé ici et traduit par montagne, c'est colis, qui peut se traduire par colline. Donc, pour désigner le mont où se trouve Alésia, il faut penser à une grande élévation de terrain, plus haute que les autres, plutôt qu'un grand sommet escarpé couvert de neige. S'il y a eu tellement de localisations alternatives proposées au site d'Aly-Sainte-Reine, c'est justement parce que le texte de César manque de précision. Et ce qui est assez ironique, c'est que quand on prend la description du site dans ces grandes lignes, une montagne ou une grande colline,
Deux rivières à ses bords, une plaine en face, des collines moins hautes autour, ça correspond grosso modo au site d'Alice Sainte-Reine. Et là, vous allez peut-être me dire, mais attends, et la méthode du portrait robot de Berthier est si précise? Personne n'a jamais pu la reproduire cette méthode. On ne sait pas du tout comment elle fonctionne. De quoi avoir des gros doutes. En plus de ça, les défenseurs de l'hypothèse Alésia à Cholet-Crotenay mettent parfois en avant des arguments complètement anachroniques. J'ai vu écrit par exemple que le site d'Alice Sainte-Reine serait trop modeste pour un siège aussi fameux. Alors ça tombe bien parce que j'ai visité les deux sites, Alésia et Cholet-Crotenay. Oui, il faut savoir que j'ai grandi dans la région. Les départements où se situent les deux sites sont voisins. Et effectivement, le site de Cholet-Crotenay, dans la montagne jurassienne, fait beaucoup plus grandiose. Seulement, c'est une vision actuelle, complètement anachronique. On imagine actuellement un siège grandiose, parce que Alésia, c'est une grande date de l'histoire de France, version roman national. Mais sérieusement, vous croyez que César et Vercingétorix ont manœuvré leurs armées en se disant « Il faut qu'on affaire un siège dans un site grandiose, parce que dans 2000 ans, celles et ceux qui seront les Françaises et les Français en parleront et en débattront. » Autre idée reçue, Vercingétorix, grand chef arverne, ne pouvait pas se laisser piéger à Alice Sainte-Reine. Pour André Berthier et son collègue André Vartel, il aurait forcément choisi un site montagneux comme Cholet-Crotenay. Mais Vercingétorix a perdu, rappelons-le. Peut-être qu'il n'était pas un si grand stratège. Et puis, Vercingétorix s'est réfugié à Alésia après avoir été battu par les cavaliers germains alliés à César. Il avait un peu le feu aux fesses. Il s'est réfugié en vitesse où il pouvait. C'est en tout cas ce que César écrit. Ça paraît plausible. C'est bizarre qu'André Berthier n'en tienne pas compte, lui qui dit qu'il faut être très fidèle au texte de César. Et rappelons autre chose. Dans la guerre des Gaules, Alésia n'est pas la dernière bataille. La dernière bataille a lieu à Uxellodunum, dans le Quercy, un an après Alésia. Le site exact est inconnu et pourtant les historiens en discutent tranquillement, sans crier au complot, sans s'accuser d'imposture ou de supercherie. Ça ne fait pas polémique dans les médias parce que ça n'a pas été retenu comme date clé de l'histoire de France version roman national, contrairement à Alésia. Tout ce que je viens de dire, le rappel du contexte d'écriture de la guerre des Gaules, le besoin de prendre du recul par rapport au texte de César, la réalité de ce que César a écrit, le besoin de ne pas avoir de vision anachronique. Tout ça, on ne devrait même pas avoir à le rappeler. Parce qu'il y a les faits archéologiques. C'est tout simplement ça. Il y a eu un siège à Alice Sainte-Reine. La mémoire locale, la toponymie le confirme. Les habitants de la région parlent d'Alésia depuis des siècles. Au IXe siècle, le moine Éric d'Auxerre situait déjà Alésia à Alice Sainte-Reine. Le mot auxois où se trouve la ville vient du latin aliensis, pays d'Alésia. En 1839, suite à des fouilles à Alice Sainte-Reine, on avait trouvé la dédicace à un dieu de l'époque romaine, avec la mention In Alicia. Napoléon III a lancé des fouilles pour cette raison, parce qu'on avait l'intuition qu'Alésia était là. Des fouilles complètes ont été menées à Alice Sainte-Reine des années 1950 aux années 1990. Et elles ont permis de trouver des monnaies au nom de Vercingétorix, des traces de cavaliers germains alliés à César, la présence de Labienus, un lieutenant de César, et aussi une double ligne de siège, comme César l'avait écrit. Une ligne interne pour empêcher les assiégés de sortir, une ligne externe pour bloquer l'armée de secours. En fait, c'est un peu comme pour une enquête de gendarmerie. Les témoignages, la mémoire locale, la toponymie viennent confirmer les preuves matérielles, l'archéologie. Les défenseurs d'hypothèses Cholet-Crotenay, eux, c'est comme si ils ne veulent pas voir cette convergence des éléments. Comme si ils ne veulent pas tenir compte des fouilles archéologiques à Alice Sainte-Reine. Admettons que le siège qui a eu lieu à Alice Sainte-Reine ne soit pas celui d'Alésia. Admettons que Cholet-Crotenay soit vraiment Alésia. Ça voudrait dire que César a passé sous silence un siège avéré à Alice Sainte-Reine, et donc que ses écrits ne sont pas fiables à 100%, ce qui contredit la base même des arguments de Berthier, Porte et Ferrand. La position des défenseurs de l'hypothèse Alésia à Cholet-Crotenay pourrait s'expliquer par l'impression de connaître la vraie vérité,
de ne pas être un mouton soumis à l'histoire officielle. Mais en pensant ne pas être un mouton soumis à l'histoire officielle, est-ce qu'on ne se soumet pas soi-même à des imposteurs, à des menteurs qui défendent leur histoire officielle à eux? Depuis Napoléon III, la France a connu une longue liste de régimes politiques, de gouvernements avec ministres communistes au régime de Vichy. Aucun n'a jamais remis en cause la localisation d'Alésia à Alys-Sainte-Reine. Difficile d'y voir une gigantesque conspiration. Et en plus, gigantesque conspiration sur quoi? Sur l'existence de la bataille d'Alésia, sur l'existence de la Saint-Gittorix, sur le déroulé de la guerre des Gaules? Non, juste le lieu de la bataille d'Alésia. Une grande conspiration du silence uniquement sur ce type d'enjeu serait ridicule. C'est pour ça que présenter la localisation d'Alésia à Alys-Sainte-Reine comme de l'histoire officielle, sous-entendu histoire imposée par l'État pour des raisons idéologiques, ça ne repose sur rien. Enfin, j'interprète comme ça l'accusation d'histoire officielle, mais bien sûr, les partisans des idées de Berthier, Porte et Ferrand, ils n'ont, comme toujours, jamais précisé ce qu'ils sous-entendaient par là. J'ai lu aussi que les autorités veulent empêcher des fouilles archéologiques à Chaudet-Crotenay par peur qu'on y découvre le vrai site d'Alésia. C'est tout simplement archi faux, parce que des fouilles ont été menées à Chaudet-Crotenay par André Berthier, qui n'ont rien donné. C'est pour ça que des fouilles plus approfondies ont été refusées, tout simplement, pas à cause d'une conspiration du silence. Les services de l'État n'ont pas voulu accorder de nouveaux financements pour rien. Quant au lobbying du Muséoparc d'Alésia, qui aurait intérêt à ce que Alésia reste à Alys-Sainte-Reine pour des raisons de business, oui, ce lobbying existe, bien sûr, comme partout. Mais le lobbying de Daniel Porte et de Franck Ferrand, leur intérêt à se présenter comme des défenseurs de la vraie vérité contre l'histoire officielle pour gagner en audience et en revenus, ce lobbying existe aussi. Franck Ferrand et Daniel Porte ont beaucoup joué sur les sous-entendus. Imposture, supercherie, les universitaires qualifiés de mandarins de l'université. Mais leurs accusations restent toujours floues, vagues, sous-entendues, jamais étayées. Par exemple, Franck Ferrand a écrit que Napoléon III aurait décidé, par la grâce d'un décret impérial, qu'Alésia se situe en Côte d'Or. Ça veut dire quoi, par la grâce d'un décret impérial? Que Napoléon III a cédé à un certain lobbying? Qu'il a imposé son choix de façon arbitraire? Qu'il s'est trompé? On ne sait pas. Franck Ferrand ne l'a pas précisé. Comme s'il avait voulu remplacer l'absence d'arguments par une belle rhétorique. Franck Ferrand a aussi dénoncé les mandarins universitaires sans préciser ce qu'il sous-entendait par là. Encore une accusation vague, floue. Est-ce qu'il n'a pas plutôt voulu dénigrer les enseignants-chercheurs qui ont osé lui répondre, s'opposer à ses idées, avec de vrais arguments construits? En plus, Franck Ferrand qui a animé plein d'émissions télé et radio, il ne serait pas un peu un mandarin des médias? En fait, Franck Ferrand inverse la charge de la preuve. C'est d'abord à lui d'argumenter son accusation. Pas à se traiter de mandarin de démontrer leur innocence face à des affirmations non prouvées. Et, comble de l'ironie, Daniel Porte, elle aussi, est une universitaire. Donc logiquement, elle aussi un mandarin. Et pourtant, dans le même texte où il dénonce les mandarins de l'université, Ferrand l'a qualifiée, elle, d'universitaire de renom. Très difficile de ne pas parler de mauvaise foi. Alors, qu'est-ce qui reste? Soit Franck Ferrand et Daniel Porte se sont complètement trompés, soit ils ont délibérément menti pour résister médiatiquement. Dans ce dernier cas, en dénonçant les élites universitaires, ils risquaient fort d'être les vraies élites, les vrais donneurs de leçons qui ont manipulé leur public. C'était Passé simple. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager, à le liker, à me laisser une note ou un commentaire. Bien sûr, abonnez-vous au podcast pour être sûr de profiter à fond des prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage historique.